Arrivé au camp Hearn, 1er juin 1943. Le soleil matinal, bas sur l'horizon, baignait les plaines du Texas, brûlant l'air d'une chaleur sèche inconnue de ces hommes, venus des ruines grises d'Europe. C'était le 1er juin 1943, lorsque le premier train transportant des prisonniers de guerre allemands s'arrêta en cahotant aux abords de la ville. Camp Hearn-Un, vaste complexe entouré de barbelés et de clôtures en pin. L'emblème de la Croix-Rouge était peint en lettres capitales sur ses portes extérieures, surveillées par des gardes américains en treillis kaki qui s'essuyaient le front. À l'intérieur du train, des centaines de jeunes soldats allemands, les yeux écarquillés et silencieux, se pressaient contre les fenêtres. Pour beaucoup d'entre eux, c'était la première fois qu'ils voyaient l'intérieur des États-Unis. Un pays de ciel immense, de silos à grains et de panneaux publicitaires vantant les mérites de Coca-Cola. Capturés en Afrique du Nord par l'Africa Korps de Rommel, après des semaines de transport dans des navires et des wagons bondés, ils se retrouvaient face à une Amérique dont ils n'avaient entendu parler que par la propagande, décadente, chaotique et marquée par les divisions raciales. Lorsque les gardes ouvrirent les portes, les prisonniers sortirent en rang serré, leurs bottes claquant sur le quai. Ils étaient stupéfaits, non par la peur, mais par commandes tout autour d'eux, étaient construits avec une méticulosité exemplaire. Les clôtures du camp, droites comme des règles, les baraquements, peints uniformément, et même les drapeaux américains, flottant à intervalles réguliers. Certains prisonniers de guerre murmuraient leur incrédulité. Ils se trouvaient en territoire ennemi. Le sergent Ernst Müller, un chariste de 27 ans, originaire de Brême, scruta l'enceinte du regard et murmura « Ceci n'est pas une prison, c'est une ville. » Ce n'était pas une prison, c'était une ville. Les habitants, attirés par la curiosité, se tenaient au-delà de la clôture extérieure, des enfants perchés sur leurs épaules, observant ces hommes autrefois redoutés de l'armée d'Hitler, qui ressemblaient désormais davantage à de vieux ouvriers agricoles. Ce qui a le plus frappé les Allemands, c'est Gegentilleste, leur ravisseur. Chaque homme reçut du linge propre, du savon et même un petit livret détaillant le règlement du camp, traduit en allemand. La Convention de Genève fut citée à maintes reprises et leur ration journalière était identique à celle des soldats américains. Le commandant américain du camp, le colonel Joseph W. Vance, les salua par l'intermédiaire d'un interprète. « Vous serez traités comme des soldats et non comme des criminels. Respectez nos règles et vous constaterez que l'Amérique est un pays juste. » Ce ton respectueux désorienta les prisonniers. La propagande aux États-Unis les avait mis en garde contre la brutalité des Bundesschießungen, foules américaines. Au lieu de cela, les gardes leur offrirent des cigarettes et aidèrent même un homme dont la cheville avait enflé pendant le transport. Des représentants de la Croix-Rouge observaient discrètement, cochant des cases sur leurs bloc-notes, confirmant ainsi que l'armée américaine respectait le droit international. Mais sous cette apparence d'ordre et de civilité, une tension sourde persistait. Les journaux locaux, le démocrate de Hearn et l'aigle de Bryan, l'arrivée des prisonniers de guerre avait été annoncée quelques jours auparavant et les éditoriaux étaient empreints d'inquiétude. Les agriculteurs craignaient que les hommes derrière la clôture ne soient des nazis au poignard dissimulé. Pourtant, en quelques jours, les habitants constatèrent le contraire. Les Allemands saluaient poliment, chantaient doucement le soir et entretenaient leur jardin avec une précision quasi monastique. À la fin de cette première semaine, les entrepreneurs locaux louèrent même le travail des prisonniers, les qualifiant de travailleurs les plus disciplinés que nous ayons jamais vus. L'ironie était frappante. L'Amérique avait importé son ennemi pour finalement découvrir une efficacité qui rivalisait avec la sienne. Ce soir-là, alors que le ciel du Texas se teintait d'un rouge profond, le sergent Müller était assis près de la fenêtre de la caserne, en train d'écrire dans son petit carnet. Sa note était simple. « Aujourd'hui, nous avons atteint le pays de nos ennemis, mais je n'y ai vu aucune haine, seulement de la curiosité et des règles. La guerre n'est peut-être pas ce qu'on nous avait dit. » Dehors, le chant des grillons emplissait la nuit humide, se mêlant au rire lointain des gardes prenant un café. La guerre faisait toujours rage en Europe, mais ici, à des milliers de kilomètres de là, ces soldats découvraient quelque chose d'étrange, plus encore que la captivité. La paisible civilisation américaine. Pour la première fois, beaucoup commencèrent à se demander quel camp comprenait véritablement la liberté.
Les premiers jours, découvrir l'Amérique derrière des barbelés. À l'aube du 3 juin 1943, les prisonniers allemands se tenaient en rang serré, tandis que le clairon résonnait dans le camp Herne. La discipline de la Wehrmacht était encore profondément ancrée dans leurs muscles. Chacun avait le dos droit, le regard droit devant, les bottes bien ancrées sur le sol poussiéreux du Texas. Mais le rituel qui suivit était sans précédent. Le petit déjeuner se composait d'œufs brouillés, de pain blanc et de café fort servi sur des plateaux en métal. Un contraste saisissant avec les maigres rations européennes. Nombreux furent ceux qui hésitèrent avant de manger, se demandant s'il s'agissait d'une épreuve ou d'une plaisanterie. Lorsque le sergent Muller croqua dans une tranche de pain grillé tartiné de beurre, il ferma les yeux. « Ça a le goût de la paix », murmura-t-il. Pour les Américains qui servirent le repas, la scène était étrange. Des soldats endurcis savourant un mets aussi simple qu'un petit déjeuner. Dehors, le drapeau américain flottait au-dessus du réfectoire, et le léger bourdonnement de la musique swing s'échappait des quartiers des gardes, rappelant qu'il s'agissait d'un champ de bataille d'un autre genre. L'ordre quotidien du camp s'est rapidement instauré. Appel à l'aube, lever des couleurs, corvée du matin, puis loisirs. La politique de l'armée américaine, dictée par le département de la guerre, était claire. Les prisonniers devaient être maintenus productifs, instruits et occupés mentalement, afin de prévenir tout trouble. À l'intérieur du camp, les ateliers bourdonnaient d'activités. Les Allemands fabriquaient des meubles, des maquettes de bateaux et peignaient même des fresques de forêts de pins sur les murs de leurs baraquements. Les bulletins de la Croix-Rouge décrivaient le camp Herne comme l'un des établissements les plus humains du système allié, et les inspecteurs notaient que les prisonniers étaient autorisés à former des orchestres, à jouer au football et même à publier un journal de camp en allemand. À la stupéfaction des gardiens américains, les prisonniers de guerre ont établi une société fonctionnelle avec des représentants élus, des enseignants et des aumôniers. La discipline était maintenue par leurs propres sous-officiers sous la supervision des Américains. Pour de nombreux Texans qui visitèrent le camp sous surveillance, la scène paraissait surréaliste. Des garçons qui avaient grandi en entendant des récits de la menace nazie voyaient maintenant de jeunes hommes blonds, à l'accent européen, jouer du Beethoven au violon ou débattre de philosophie sous des chênes. Les agriculteurs locaux, en manque de main-d'œuvre à cause de la conscription, demandèrent bientôt de l'aide au commandant du camp. En quelques semaines, les premiers groupes de prisonniers de guerre furent envoyés dans les champs de coton voisins, gardés seulement par une jeep et 2 soldats armés. Ce qui choqua tout le monde, ce n'était pas tant le travail acharné des Allemands que le fait qu'ils chantaient tout en travaillant. Ils chantaient des chansons de chez eux, du Rhin, de leur jeunesse perdue. Leur rythme emplissait l'air au-dessus des champs, se mêlant au grincement des charrettes et au chant des cigales. Certains agriculteurs se mirent eux-mêmes à partager avec eux des pastèques et de la limonade pendant leur pause, un échange discret d'humanité dans un monde divisé. Le plus grand choc culturel survint lorsque les prisonniers de guerre rencontrèrent des soldats et des civils noirs américains. En Allemagne, la propagande avait dépeint l'Amérique comme un pays racialement dégénéré, mais au camp Herne, ils virent des hommes noirs en uniforme donner des ordres, conduire des camions et utiliser des machines. Cela les déconcerta. Le soldat Hans Becker écrivit dans une lettre interceptée par la censure. Il disait que les Noirs étaient non des esclaves ici, mais je les vois donner des ordres aux Blancs. L'Amérique n'est pas ce que Goebbels nous a raconté. Pour certains, cette prise de conscience fut libératrice. Pour d'autres, elle ébranla des convictions profondément ancrées. Les contradictions de la démocratie américaine, la ségrégation à l'extérieur des barbelés et une relative égalité à l'intérieur, devinrent un sujet de débat à voix basse parmi les prisonniers. La guerre idéologique se poursuivit, mais se menait désormais par les questions et non plus par les armes. Fin juin, le camp Herne avait trouvé son rythme. Les gardes, pour la plupart de jeunes hommes du Midwest, commencèrent à traiter leurs prisonniers avec un respect décontracté, partageant parfois des cigarettes ou des plaisanteries par-dessus la clôture. Quelques-uns échangeaient même des lettres avec leurs homologues allemands, évoquant leurs fermes et leurs familles. Ce qui avait commencé comme une nécessité militaire se transformait en une expérience de coexistence. Le sergent Muller, désormais affecté à la menuiserie, trouvait du réconfort dans le travail du bois.
chaque coup de rabot lui rappelant la vie normale. Dans son journal, il écrivit « Nous sommes des prisonniers, mais plus libres qu'avant. Les murs sont hauts ici, mais la peur a disparu. » À l'extérieur du camp, l'opinion publique américaine continuait de débattre de la question de savoir si la bienveillance envers l'ennemi était un signe de faiblesse. Mais à l'intérieur, quelque chose de discret et d'extraordinaire prenait racine. Un respect né d'une humanité partagée, une paix fragile au milieu du fracas d'une guerre mondiale. Dans les coulisses, la bataille pour les cœurs et les esprits. En août 1943, le camp Hearne, autrefois simple lieu de détention, s'était transformé en un microcosme fonctionnel de l'Europe en guerre. Derrière son périmètre de barbelés, plus de 4800 prisonniers allemands vivaient, travaillaient et débattaient, bercés par l'étrange bourdonnement de la normalité américaine. Aux yeux du monde extérieur, le camp était un symbole d'ordre, la preuve du respect par l'armée américaine des conventions de Genève. Mais à l'intérieur, un autre conflit se préparait. Il ne se menait ni avec des balles, ni avec des ordres, mais avec idées les prisonniers, dont beaucoup avaient été élevés sous l'emprise de l'idéologie nazie, se retrouvèrent confrontés aux contradictions criantes de la vie américaine. Liberté et ségrégation, abondance et restriction, égalité et suspicion. Le département de la guerre américain encouragea discrètement cette confrontation, persuadé qu'un contact prolongé avec la démocratie pourrait éroder la loyauté totalitaire. Grâce à des programmes éducatifs agréés par la Croix-Rouge, des officiers allemands bénéficiaient de cours d'anglais, de projections de films et même de conférences sur la Constitution américaine. Pour la première fois, nombre d'entre eux commencèrent à s'interroger sur le véritable sens du mot « liberté ». Les soirées au camp Hearne offraient un contraste saisissant. Tandis que certaines baraques résonnaient de chants patriotiques à la patrie, d'autres se rassemblaient autour des radios pour écouter le jazz diffusé par les stations de Houston. Cette musique les déconcertait, sauvage, improvisée, sans structure, et pourtant si vivante, d'une manière que les marches allemandes n'avaient jamais su égaler. Certains hommes riaient, la qualifiant de Negermusik sur le ton de la propagande d'antan, mais d'autres, comme le sergent Müller, y trouvaient une étrange sensation de liberté. On dirait le chaos, écrivait-il, mais on a l'impression de vivre. La salle de loisirs du camp devint rapidement un carrefour culturel. Les prisonniers de guerre peignaient des fresques représentant des villages alpins lointains, à côté d'images des plaines texanes. Ils montaient des pièces de théâtre où geôliers et captifs échangèrent leurs rôles, et l'orchestre du camp interprétait Schubert pour les officiers américains de passage. Ce subtil échange culturel humanisait les deux camps, mais il attira aussi l'attention de l'intérieur. Les loyalistes nazis, les extrémistes, ils commencèrent à percevoir cette ouverture comme une trahison. Des réseaux de rumeurs se formèrent et ceux jugés trop proches des Américains furent discrètement menacés. Le contrôle idéologique, même en captivité, était imposé. Les officiers du renseignement de l'armée américaine, conscients de l'existence de ces factions clandestines, commencèrent à constituer des dossiers secrets sur chaque caserne. Les rapports mentionnaient des graffitis codés, de petites croix gammées gravées sur les tables, des tracts circulant la nuit et des réunions clandestines déguisées en répétitions de chorale. Un officier écrivit « La bataille pour gagner leurs esprits continue. Nous devons la gagner par la patience et non par la force. Pour contrer la propagande, l'armée a introduit la Réputation, un journal de langue allemande édité par des intellectuels anti-nazis capturés en Afrique. Les articles louaient la liberté d'expression, critiquaient la dictature d'Hitler et discutaient de la démocratie d'après-guerre. À la stupéfaction des rédacteurs, le journal devint populaire. Les prisonniers, avides de quelque chose d'authentique, se passaient chaque exemplaire jusqu'à ce qu'il soit usé. Certains commencèrent à utiliser des expressions comme « après la guerre », sur un ton d'espoir et non de défaite. À l'extérieur du camp, la population américaine locale évoluait, elle, aussi. Les fermiers qui avaient jadis protesté contre la présence des hommes d'Hitler envoyaient désormais des lettres de remerciement à l'armée pour le travail des prisonniers. Dans des villes comme Hearne, Bryan et College Station, on racontait que des prisonniers de guerre réparaient des toits, récoltèrent du coton et même sculptaient des jouets pour les enfants du coin. Quelques familles commencèrent à déposer de la limonade fraîche
ou des sandwichs près de la clôture, de petits gestes qui contribuaient à briser le mythe d'une hostilité absolue. Les journaux louaient avec prudence la conduite civilisée des Allemands, tout en rappelant sans cesse à leurs lecteurs qu'ils restaient des ennemis de la République. Le contraste entre la propagande et la réalité vécue n'échappait à personne, ni d'un côté ni de l'autre. À la fin de l'été, le camp était devenu un paradoxe, un lieu de confinement qui favorisait la liberté de penser. Dans son carnet, Müller a consigné cette contradiction. Chaque matin, nous construisons des barrières pour les Américains, et pourtant, les barrières qui sont en nous s'effondrent. Ces paroles faisaient écho à une vérité discrète qui se répandait à travers les États-Unis. Dans plus de 400 camps de prisonniers de guerre à travers le pays, l'humanisation se révélait plus puissante que l'hostilité. Les prisonniers allemands étaient arrivés en s'attendant à la punition et à l'humiliation, mais ils y trouvèrent une structure, du respect et même des lueurs d'amitié. Pour certains, cela suscita de la gratitude. Pour d'autres, cela engendra de la culpabilité. Mais pour tous, ce fut le début d'une transformation. De soldats d'un Reich en déclin à des hommes apprenant peu à peu à vivre sans ordre. La guerre cachée, l'idéologie derrière les barbelés. À l'automne 1943, les clôtures du camp Herne ne symbolisaient plus la simple captivité. À l'intérieur, une guerre silencieuse mais dangereuse se déroulait, non pas entre nations, mais entre Allemands eux-mêmes. Alors que l'armée américaine considérait les prisonniers comme un groupe monolithique, le camp s'était fracturé en deux mondes distincts, ceux qui s'accrochaient à l'idéologie hitlérienne et ceux qui commençaient à en douter. Les premiers se nommaient les fidèles, les fidèles. Ils saluaient encore chaque matin, murmuraient les vieux slogans et accrochaient clandestinement des portraits du Führer sous les lits. Ces derniers, souvent de jeunes soldats ou des conscrits, voulaient simplement survivre et oublier la guerre. Pour eux, le camp Herne n'était pas une prison ennemie, mais un étrange refuge. Les psychologues du ministère de la Guerre avaient prévenu. L'érosion idéologique commence lorsque la peur du châtiment s'estompe. Mais personne ne s'attendait à la résistance farouche des partisans de la ligne dure. Les premiers affrontements ne furent pas physiques, mais silencieux. Ostracisme, refus de manger avec les traîtres, menaces codées griffonnées sur les murs des baraquements. Les gardiens américains commencèrent à remarquer des comportements étranges. Certains hommes parlaient moins, évitèrent le contact visuel et arboraient des ecchymoses dont ils refusaient de s'expliquer. En octobre, un informateur, connu uniquement sous le nom de prisonnier Milironi en 1847, glissa un mot à un officier du renseignement américain. Ils tiennent des réunions sous couvert de répétitions de chorale. Ils parlent de loyauté envers le Führer. Ceux qui les questionnent disparaissent de la caserne. Ce message a déclenché l'une des premières opérations psychologiques menées sur le sol américain. Des agents de contre-espionnage de Camp Ritchie, des agents arrivés dans le Maryland, furent transportés secrètement par avion. Leur mission, infiltrer les camps de prisonniers de guerre grâce à des informateurs clandestins, décrypter les hiérarchies internes et rompre le lien idéologique avec Berlin. Ils étudièrent le langage corporel, les intonations et même la disposition des couchettes. Leurs découvertes furent troublantes. Dans chaque camp, une structure de commandement nazi avait refait surface, avec ses officiers, ses punitions et même des tribunaux d'exception. Le 2 novembre 1943, un incident brisa l'illusion d'ordre. Un prisonnier allemand nommé Karl Roth, étudiant en théologie capturé en Tunisie, fut retrouvé mort derrière la buanderie, une corde autour du cou. Le commandement du camp conclut d'abord au suicide, mais les rumeurs se répandirent rapidement. Roth avait ouvertement critiqué Hitler lors d'une corvée, affirmant que l'Allemagne était condamnée et que la guerre était perdue. Sa mort provoqua une onde de choc parmi les détenus. Certains murmuraient que les fidèles îles avaient été exécutés à titre d'exemple. Les enquêteurs américains découvrirent des empreintes de pas, un bouton cassé et un morceau de corde déchiré, dissimulé sous le plancher. La vérité était claire. Roth avait été assassiné, non par ses geôliers, mais par ses camarades. L'aumônier du camp organisa une cérémonie commémorative silencieuse en présence d'Allemands et d'Américains. Pour beaucoup, cet événement marqua le moment où l'illusion de la fraternité se brisa. Le colonel Vance ordonna une enquête approfondie. Les interrogatoires se prolongèrent tard dans la nuit.
Les informateurs décrivirent des signaux codés. Une toux pendant l'appel signifiait « silence ». Une casquette levée indiquait un danger. Chaque dimanche, dans une baraque marquée C12, les loyalistes tenaient des procès secrets pour les traîtres au Reich. Les châtiments allaient des coups à la mort. Lorsque les services de renseignement de l'armée remontèrent la piste des ordres, ils découvrirent que les instigateurs avaient reçu des lettres codées d'un prétendu correspondant de la Croix-Rouge, en réalité un canal clandestin des services de renseignement allemands en Suisse. Cette révélation sema la panique au sein du ministère de la Guerre. On comprit que le parti nazi, même vaincu, avait mis en place un réseau d'autorégulation psychologique parmi ses prisonniers. Le camp Herne n'était pas un simple lieu de détention, c'était un champ de bataille de la loyauté. Pourtant, pour des hommes comme le sergent Müller, le meurtre de Roth marqua un tournant. Le masque de l'idéologie était enfin tombé. « Maintenant, on s'entretue », écrivit-il, pendant que les Américains nous nourrissent. Cette contradiction le hantait. Les gardes remarquèrent à sa distance ses longues heures de silence à l'établi et ses nouvelles amitiés avec des soldats anglophones. Il avait commencé à lire Magazine Life, il lisait des coupures de presse et posait des questions sur la démocratie. Un sergent américain, impressionné par sa curiosité, lui fit parvenir clandestinement un exemplaire usé de la Constitution des États-Unis. Müller la lisait lentement chaque soir, sous une faible lumière, jusqu'à ce que les mots se confondent et prennent sens. Plus il apprenait, plus il percevait la différence entre la foi et la liberté. Dehors, le vent d'hiver texan hurlait à travers les pins, emportant avec lui des échos d'Europe, des ruines, des bottes de marche, de la propagande. À l'intérieur du camp Herne, une révolution plus discrète commençait, menée non par les armes, mais par l'éveil des consciences. La grande rééducation, apprendre la liberté en captivité. L'hiver s'installa sur le Texas début 1944, un froid mordant transperçant les clôtures de pin et les toits de tôle du camp Herne. L'assassinat de Karl Roth avait contraint l'armée américaine à affronter ce que ses officiers du renseignement redoutaient depuis toujours. L'idéologie ne pouvait être contenue. Quelques jours plus tard, de nouvelles directives arrivèrent de Washington, sous la supervision du bureau du prévôt général. La rééducation par l'exposition aux idéaux démocratiques doit être la pierre angulaire de la gestion des prisonniers. Ce qui suivit allait devenir l'un des programmes psychologiques et éducatifs les plus ambitieux de l'histoire moderne. L'initiative de rééducation des prisonniers. Pour les prisonniers allemands, cela commença discrètement. Accès à de nouveaux ouvrages, visites plus fréquentes de conférenciers civils et projections de films américains approuvés par le ministère de la Guerre. Pour les Américains, c'était une expérience sociale, l'occasion de prouver que la démocratie pouvait surpasser la dictature par l'intelligence. En février, le théâtre du camp devint le centre névralgique du projet. Sous le doux vrombissement d'un projecteur de cinéma, les prisonniers de guerre regardaient des bobines en noir et blanc. De les raisins de la colère, Monsieur Smith va à Washington, des actualités montrant des soldats américains libérant des villages européens. Beaucoup restèrent assis, hébétés et silencieux. La propagande avec laquelle ils avaient grandi, l'image d'une Amérique décadente, gouvernée par des gangsters et des juifs, s'évaporait image après image. Pour certains, le choc était presque douloureux. Un officier, le lieutenant Franz Hartmann, fut vu en train d'essuyer ses larmes pendant le discours final. Monsieur Smith va à Washington. Ensuite, il murmura à un garde. « Si c'est vraiment ce qu'il croit, alors peut-être nous sommes-nous trompés. » Les projections étaient suivies de discussions animées par des officiers bilingues qui incitaient les détenus à verbaliser leurs pensées. Il ne s'agissait pas d'endoctrinement, mais de dialogue, une pratique que l'Allemagne avait depuis longtemps oubliée. La transformation fut inégale. Les extrémistes raillaient, murmurant que les Américains manipulaient les esprits par des mensonges hollywoodiens. Ils refusaient d'assister aux conférences et organisaient leurs propres réunions à la gloire du Reich. Mais beaucoup d'autres commencèrent à changer discrètement. Le rayon anglais de la bibliothèque du camp se remplit rapidement. Les prisonniers de guerre étudiaient les sciences politiques, la littérature américaine et même la théologie. Quelques-uns se portèrent volontaires pour aider les gardiens dans leurs tâches administratives, simplement pour pratiquer l'anglais. Le sergent Müller, dont le journal était devenu le récit personnel de son éveil,
rejoignit la nouvelle école de menuiserie parrainée par le YMCA. Il fabriqua des pupitres pour les écoles locales et des croix pour la chapelle du camp. Dans une lettre interceptée plus tard par la censure, il écrivit « Il nous éduque non pas par la peur, mais par la confiance. Cela me désarme plus que n'importe quelle arme. » Ces paroles étaient emblématiques d'un changement plus vaste qui se répandait au sein du réseau américain des prisonniers de guerre. Dans 400 camps à travers le pays, les Allemands capturés étaient initiés à la démocratie. Un manuel, un film, une conversation à la fois. À l'extérieur du camp, les fermiers texans remarquèrent eux aussi le changement. Les équipes de travail, autrefois silencieuses, discutaient désormais avec eux en anglais approximatif, leur posant des questions sur le baseball, les élections et les émissions de radio. Certains furent choqués de découvrir que les Américains critiquaient ouvertement leur propre gouvernement, chose impensable sous Hitler. Lorsqu'un Allemand demanda à un fermier pourquoi il insultait publiquement son président, l'homme répondit « Parce que c'est mon droit ». Cette simple phrase fit l'effet d'une révélation dans le camp. Bientôt, les discussions sur les droits devinrent plus fréquentes que les débats sur le devoir. Les journaux américains, surveillés par la censure militaire, publiaient des titres prudemment optimistes. Des soldats ennemis découvrent la démocratie au Texas. Pour de nombreux civils, c'était la preuve que la bonté pouvait accomplir ce que la punition ne pouvait pas. À la fin du printemps, le camp Hearne était méconnaissable par rapport à l'atmosphère tendue qui y régnait un an auparavant. Les clôtures étaient les mêmes, mais les hommes à l'intérieur avaient changé. Les murs des baraquements étaient couverts de dessins, des paysages texans, des croquis de ferme et des scènes de chez eux. Certains prisonniers de guerre avaient même commencé à correspondre avec des Américains sous la supervision de la Croix-Rouge. Les officiers américains, autrefois méfiants, saluaient désormais les prisonniers par leur nom. Pourtant, les concepteurs du programme savaient que cette transformation était fragile. Les services de renseignement avertissaient que des cellules fanatiques continuaient d'opérer dans le secret, propageant des rumeurs selon lesquelles l'Allemagne gagnerait bientôt la guerre et que les Américains paieraient pour leur trahison. Malgré tout, le changement d'ensemble était indéniable. Les Allemands étaient là venus en Amérique en ennemis, mais ils devenaient des adeptes de la démocratie, des artisans de la paix et, d'une certaine manière, des témoins discrets de la force d'une société ouverte. Alors qu'avril 1944 touchait à sa fin, le sergent Müller longeait la clôture du camp au crépuscule. Au-delà des barbelés, il apercevait des fermiers rentrant chez eux, la lueur des lampes de Porsche vacillant au loin. À l'intérieur, l'orchestre du camp répétait « L'ode à la joie de Beethoven, ses notes, portées par le chaud vent du Sud, résonnaient dans son carnet. » Il écrivit « Il disait que la liberté était dangereuse. Mais ici, je vois qu'elle est un ordre né de la confiance. Je suis venu comme soldat. Je repartirai peut-être autrement. » Cette nuit-là, tandis que les gardes effectuaient leur dernière ronde et que les prisonniers s'endormaient, le camp qui symbolisait autrefois la défaite vibrait désormais d'une rédemption silencieuse, le son des esprits apprenant à être libres. La liberté au-delà des frontières, une nation de contradictions. À l'été 1944, la guerre en Europe avait basculé de façon décisive contre l'Allemagne, mais les prisonniers du camp Hearne n'en avaient des connaissances que par bribes, des bribes de bulletins de la Croix-Rouge, des aperçus de cartes, l'aigle de Brianou, encore le ton prudent des officiers américains. Pourtant, tandis que le Reich s'effondrait à l'étranger, ses fils prisonniers découvraient une Amérique qui remettait en question tout ce qu'on leur avait enseigné. Cette année-là marqua un tournant subtil mais profond. L'armée américaine, confrontée à une pénurie de main-d'œuvre due au départ de plus en plus d'Américains pour l'étranger, commença à déployer des prisonniers de guerre allemands pour travailler hors des camps. La campagne texane offrit bientôt un spectacle surréaliste. Des camions portant l'inscription « Prisonniers de guerre armée américaine » vrombissaient vers les champs de coton, les scieries et les conserveries, gardés par un seul soldat, un fusil négligemment en bandoulière. Pour les habitants, c'était à la fois inquiétant et étrangement banal. Pour les Allemands, c'était une libération au ralenti. Le sergent Ernst Müller fut parmi les premiers affectés à un chantier agricole près de Navasota, où il travailla aux côtés de travailleurs noirs et mexicains sous un soleil de plomb. « Ils nous font confiance », murmura-t-il à un autre prisonnier, stupéfait.
Si c'est une défaite, ce n'est pas ce que je craignais. Au début, la relation entre les prisonniers allemands et leurs homologues américains était hésitante, une curiosité prudente mêlée à une tension latente. Les locaux parlaient avec un accent traînant que les Allemands peinaient à déchiffrer. Les Allemands, quant à eux, s'adressaient à tous comme monsieur et madame, des gestes qui amusèrent les fermiers. Pourtant, bientôt, le rythme du travail partagé fit tomber les barrières qui les séparaient. Les prisonniers chantaient des chants de travail d'une voix de baryton allemande grave. Les Texans leur répondaient par des airs country. Au coup de sifflet de midi, les deux camps s'asseyaient sous le même chêne, échangeant du pain contre des pommes, des histoires contre le silence. Müller, qui s'exprimait désormais avec aisance dans un anglais approximatif, interrogea un ouvrier agricole nommé James Carver sur la vie en Amérique. Carver, un noir d'une quarantaine d'années, rit amèrement. « La liberté, c'est compliqué, dit-il. Ça dépend de qui on est. » Ces mots troublèrent de Müller. Il en était venu à considérer les États-Unis comme l'antithèse morale de l'Allemagne nazie. Et pourtant, voilà un homme qui travaillait dur, respectait la loi et vivait encore en marge de la société. Ce soir-là, dans son journal, Müller écrivit « Ils sont libres, et pourtant pas vraiment. Peut-être que chaque nation porte ses propres chaînes. » Les contradictions s'accentuèrent. Les prisonniers de guerre remarquèrent que, bien qu'ils fussent traités équitablement par leurs gardiens, les cafés locaux arboraient des pancartes indiquant « Entrée réservée aux personnes de couleur et réservée aux blancs ». Lorsque des chauffeurs de camions noirs livraient des provisions au camp, ils n'étaient pas autorisés à manger dans le même réfectoire que les soldats allemands, ennemis de l'État. Pour de nombreux prisonniers, c'était incompréhensible. Le soldat Hans Becker, un hambourgeois de 22 ans, fit cette remarque « Ils combattent Hitler pour l'égalité, mais vivent comme lui dans leur propre ville. » Gênés par ces questions, les officiers américains répondaient souvent sèchement « C'est notre problème, pas le vôtre. » Mais l'impression persistait. Les Allemands commencèrent à débattre entre eux pour savoir si la démocratie était un idéal parfait ou simplement un idéal en évolution. Les responsables de la rééducation du ministère de la Guerre prirent note de ce changement. Un rapport indiquait « Paradoxalement, l'exposition aux dynamiques raciales américaines a renforcé le sentiment anti-nazi parmi les prisonniers de guerre en révélant la nature autocorrectrice de la critique démocratique. Pour des hommes élevés sous une censure totale, l'idée qu'une société puisse se remettre en question ouvertement était révolutionnaire. Au-delà de l'idéologie, des liens pratiques se tissaient. Les communautés texanes en vinrent à dépendre de la main-d'œuvre des prisonniers de guerre, surtout pendant la saison des récoltes. Les agriculteurs louaient leur précision et leur ponctualité, demandant parfois des équipes spécifiques par leur nom. Les enfants saluaient les camions qui passaient. Certaines familles laissaient même des tartes ou de l'eau fraîche au bord de la route. À Herne, une chorale d'église commença à chanter des hymnes pour les Américains et les Allemands lors des offices du dimanche, séparés seulement par la clôture de barbelés. Cet hiver-là, un journal local publia une photo de prisonniers de guerre souriants, chargeant des balles de coton. La légende disait « ennemis de nom seulement ». Pourtant, cette amitié n'était pas sans limite. La police militaire rappelait aux gardes que toute fraternisation était contraire au règlement. Mais l'humanité a parfois la fâcheuse tendance à ignorer les ordres. Lorsqu'un vieux fermier tomba malade, l'équipe de Müller se porta volontaire pour terminer sa récolte bénévolement. Ce geste fit la une des journaux et, discrètement, changea l'opinion publique au Texas. L'ennemi était devenu un voisin. Alors que 1944 touchait à sa fin, la nouvelle de l'avancée des Alliés en France parvint au camp. Les prisonniers écoutèrent en silence un garde lire les gros titres annonçant la libération de Paris, puis les bombardements des villes allemandes. Pour la première fois, ils ressentirent la douleur de la guerre, non pas en tant que soldats, mais en tant qu'hommes détachés de sa folie. Certains pleuraient ouvertement. D'autres fixaient le vide, imaginant leur maison réduite en cendres. Ce soir-là, l'orchestre du camp joua. J'avais un camarade, le chant des vieux soldats, repris doucement par les gardes américains. Sous l'immensité du ciel texan, le son portait par-dessus les barbelés et les chants, une complainte pour les deux camps. À cet instant, le sergent Müller comprit ce que la captivité lui avait appris. La liberté n'était pas seulement l'absence de chaînes, mais le courage de reconnaître ses propres faiblesses et de choisir malgré tout l'espoir. Les clôtures du camp Herne étaient toujours là,
Mais dans le cœur de nombre de ceux qui avaient jadis porté l'aigle et la croix gammée, quelque chose d'irrévocable avait changé. Ils avaient entrevu l'humanité de l'autre côté. La fin du Reich, choc, silence et poids de la défaite. Le matin du 2 mai 1945, une chaleur étouffante régnait sur le camp Herne. Le bourdonnement habituel des camions et les appels des troupes laissèrent place à un silence pesant, tandis que les gardes se rassemblaient par petits groupes près de la porte principale, à l'écoute d'une radio grésillante. La nouvelle se répandit avant midi. Adolf Hitler était mort. Au début, personne n'y crut. Pendant près de 12 ans, sa voix avait résonné dans leur radio, son visage dans leurs manuels scolaires, son image sur leurs médailles. À présent, dans ce coin reculé du Texas, cette voix avait disparu. Une rumeur se répandit dans la caserne. Il s'agirait de propagande alliée. L'aigle de Brian, titre imprimé. Hitler mort dans un bunker de Berlin. La vérité s'abattit comme un coup de massue. Les prisonniers allemands se pressèrent autour du tableau d'affichage, tandis que le gardien y affichait la coupure de presse. Personne ne dit un mot. Quelques-uns murmurèrent des prières, d'autres détournèrent le regard, tremblant. Le sergent Ernst Müller fixa longuement le journal, puis murmura « Voilà comment ça se termine ». Pour les Américains, la réaction fut déconcertante. Ni jubilation, ni rage, mais un silence sidéré, celui qui naît lorsque les fondements de toute une génération s'effondrent en une seule phrase. Ce soir-là, l'aumônier du camp organisa un office religieux facultatif. Plus de la moitié des prisonniers y assistèrent, certains portant encore leur casquette délavée, sans aigle. L'aumônier lut le psaume 46. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Pour ces hommes qui avaient vénéré un chef mortel, ces versets résonnaient d'une terrible ironie. Dehors, le vent texan faisait claquer les toits de tôle tandis que les projecteurs s'allumaient par intermittence. Quand l'orchestre commença, l'héroïque de Beethoven composé pour un autre tyran déchu, une chanson fit pleurer ouvertement plusieurs prisonniers. Les gardes, partagés entre pitié et mépris, se contentèrent d'observer. Dans son carnet, Müller écrivit « Il nous a appris à craindre le monde, mais le monde nous a pardonné avant même que nous nous pardonnions à nous-mêmes. » Les nouvelles arrivèrent les jours suivants. Berlin était tombé, le Reich avait capitulé, des millions de personnes étaient déplacées. Les hommes qui avaient quitté l'Allemagne en conquérant étaient désormais des exilés d'une nation qui n'existait plus. Ils n'étaient plus des soldats, ils étaient des fragments de l'histoire. Alors que les forces alliées libéraient les camps de concentration, les journaux américains commencèrent à publier des photographies, des survivants squelettiques derrière des barbelés, des piles de chaussures, des charniers. Les censeurs tentèrent de soustraire ces images aux yeux des prisonniers, craignant des émeutes ou le déni, mais l'information filtrait grâce aux brochures de la Croix-Rouge et aux traductions chuchotées par des gardiens compatissants. Lorsque les premières photos circulèrent clandestinement dans les baraquements, l'incrédulité fit place à l'horreur. Certains les déchirèrent en criant que c'étaient des mensonges britanniques. D'autres les fixèrent jusqu'à ce que leurs mains tremblent. Un mécanicien nommé Wilhelm Krauss murmura « Si même la moitié est vraie, alors c'est nous les criminels ». Pour Müller, la révélation fut bouleversante. Il avait longtemps soupçonné la propagande, mais pas un tel abîme. Cette nuit-là, il ne put fermer l'œil. « Nous portions les mêmes uniformes », écrivit-il. « Ce que nous servions n'était pas une nation, mais un cauchemar. » Les certitudes idéologiques qui avaient cimenté le camp s'effondrèrent du jour au lendemain. Des hommes qui se saluaient autrefois se disputaient, se confessaient ou priaient. Les assassins de Karl Roth, jadis craints, se cachaient désormais de leurs camarades. Les Américains, sentant la tension palpable, adoptèrent un ton d'un professionnalisme solennel. À l'intérieur du camp, point de célébration, seulement des horaires de travail allongés et des routines plus strictes destinées à occuper les esprits. Dehors, à Herne, l'atmosphère laissait place à un soulagement prudent. Les familles du coin préparaient des tartes et agitèrent des drapeaux. Certains exprimaient néanmoins leur sympathie pour les prisonniers, qui semblaient perdus et abattus. Une lettre à le démocrate de Herne lire « Ils sont venus ici en ennemis et repartent brisés. Que Dieu leur fasse revenir pour reconstruire et non pour répéter les mêmes erreurs. » À l'intérieur de l'hôpital du camp, plusieurs Allemands s'effondrèrent d'épuisement nerveux.
L'un d'eux tenta de se suicider. Le psychiatre du camp, le capitaine Ellis Gordon, écrivit dans son rapport « Ils subissent une mort identitaire collective. Notre tâche n'est pas la victoire, mais la reconstruction. » Il a instauré des séances en petits groupes où les prisonniers discutaient de culpabilité, de conscience et de la reconstruction de l'Allemagne. Ces séances, bien qu'expérimentales, ont constitué l'une des premières formes de thérapie de dénazification d'après-guerre sur le sol américain. En juin 1945, les grilles du camp Hearne scintillaient sous une chaleur accablante, mais elles ne symbolisaient plus la punition. Elles marquaient une pause, un seuil entre passé et avenir. La Croix-Rouge informa les prisonniers que le rapatriement commencerait bientôt, sans que personne ne sache quand. Certains se réjouissaient, d'autres redoutaient de retourner dans les ruines et la famine. Müller éprouvait les deux. Dans l'une de ses dernières notes, il écrivit « Je rentrerai chez moi non pas comme soldat, mais comme témoin. L'Amérique m'a fait preuve de miséricorde avant même que mon propre pays ne la comprenne. Cette semaine-là, alors que le soleil se couchait, rouge sang, sur les plaines du Texas, l'orchestre du camp donna un dernier concert. Américains et Allemands se tenaient côte à côte devant le réfectoire, écoutant en silence. La dernière chanson était « Amazing Grace ». Quand cela s'acheva, les applaudissements furent hésitants, non pas de triomphe, mais de réconciliation. Pour ceux qui avaient survécu à la guerre et à la captivité, ce son symbolisait un moment sacré, celui où les ennemis redevenaient de simples humains. Retour aux ruines, un retour aux sources de l'Allemagne disparue. Les premiers ordres de rapatriement arrivèrent en octobre 1945. L'air du Texas s'était rafraîchi, les champs autour du camp Hearne se paraient d'or avec les récoltes, et les hommes à l'intérieur du camp savaient que leur longue captivité touchait à sa fin. Des camions arrivaient à l'aube, chacun portant une inscription transport de l'armée américaine. Leurs moteurs tournaient au ralenti comme des tambours lointains. On appelait les noms, on soulevait les sacs de voyage, on échangeait des adieux à voix basse. Le sergent Ernst Müller se tenait près de la porte, serrant son journal contre lui. Le même carnet qu'il remplissait depuis le jour où il était descendu du train, 2 ans plus tôt. Autour de lui, des hommes riaient nerveusement, ne sachant pas si la joie ou l'appréhension était la bonne émotion. Quitter l'Amérique, c'était retrouver la liberté, et pourtant, beaucoup avaient le sentiment de quitter le seul endroit où on leur avait témoigné de la dignité. Le colonel Vance s'adressa à eux une dernière fois. « Vous êtes arrivés ici comme prisonniers. Vous repartez comme hommes. Ce que vous construirez ensuite définira la paix. » Le convoi se dirigea vers l'est, en direction de Galveston, puis vers le Liberty Ship qui les attendait. SS Marine Falcon's Pont, encombré de caisses de la Croix-Rouge et des visages fatigués fixant l'horizon. La traversée de l'Atlantique fut longue et étrange. 20 jours d'eau grise et de réflexion. Le navire transportait plus de 1500 prisonniers de guerre allemands, chacun disposant d'une couchette étroite et de 2 repas par jour. Des tempêtes s'abattirent sur le navire au large des Bermudes, et certains hommes, à moitié endormis, confièrent rêver davantage du Texas que de leur foyer. Les nuits plus calmes, ils se rassemblaient sur le pont, observant la lune tracer un sillon argenté sur les vagues, et parlaient de ce qui les attendait. Des rumeurs circulaient, villes disparues, familles dispersées, zones d'occupation partagées entre les Alliés. Un officier montra une carte déchirée, le centre brûlé, en marmonnant « Nous naviguons vers des fantômes ». Les marins américains traitaient ces hommes avec un respect teinté de lassitude. Ils partageaient du café, parfois des cigarettes, jamais de moquerie. Pour beaucoup d'Allemands, c'était la première fois qu'ils croisaient le regard de leurs anciens ennemis et y voyaient non pas des vainqueurs, mais des compagnons d'infortune. La 16e nuit, un marin joua « Voyage sentimental sur un gramophone portable ». L'ironie du titre ne provoqua aucun rire. Ils ont atterri à Havre, France, sur un paysage de cendres et de silence. L'ancienne ville portuaire, jadis si fière, n'était plus qu'un squelette de pierre. Les grues se tordaient comme des bras brisés. Les prisonniers furent pris en charge par des officiers britanniques, désinfectés, puis entassés dans des trains de marchandises à destination de l'Allemagne. À travers les vitres brisées, ils virent ce qu'était devenu leur pays. Des villages rasés, des églises sans toit, des ponts effondrés dans des rivières noires.
Des enfants fouillaient les voies ferrées, des vieilles femmes transportaient des seaux à travers les décombres. Une infirmière de la Croix-Rouge tendit un morceau de pain à Müller et lui murmura « Vous avez eu la chance de vivre en Amérique ». Il ne répondit pas. Tandis que le train traversait le Rhin, le spectacle était insoutenable. La cathédrale de Cologne se dressait comme une survivante au milieu des ruines, ses flèches émergeant d'un océan de vide. Les hommes restèrent bas silencieux, le regard fixé sur elle. L'un d'eux murmura « Nous avons perdu le monde ». Un autre a répondu « Non, nous nous sommes perdus ». Lorsque le train est arrivé, Brem Müller posa le pied sur une terre familière qui n'avait plus rien de son foyer. La rue de ses parents avait disparu, bombardée des mois auparavant. Il retrouva sa mère, réfugiée dans une cave avec des voisins, survivant grâce à une soupe d'ortie et des rations militaires. Elle pleura en le voyant, de joie et de confusion. « Tu as l'air en bonne santé, dit-elle, presque accusatrice. Il s'attendait à de la gratitude. Au lieu de cela, il se heurta au ressentiment silencieux de ceux qui avaient souffert tandis que lui avait été épargné. Il aida à reconstruire le toit, échangea ses bottes américaines contre du lait et, la nuit, ne parlait à personne du Texas. Les rumeurs locales qualifiaient les prisonniers de guerre de retour de héros ou de traîtres selon le lieu de leur capture. « L'Amérique nous a nourris », finit par confier Müller à un ami. « Ils nous ont appris des choses. » Son ami fronça les sourcils. « Garde ça pour toi. Les gens ne sont pas prêts à l'entendre. » Dans l'Allemagne d'après-guerre, la survie laissait peu de place à la réflexion. Pourtant, en privé, Müller écrivait « Il disait que l'ennemi allait nous détruire. Au lieu de cela, il nous a montré qui nous pouvions devenir. » Au cours des mois suivants, les prisonniers rapatriés se dispersèrent parmi les ruines, devenant maçons, enseignants, employés de bureaux ou vagabonds. Les autorités alliées lancèrent dénazification. Des tribunaux de dénazification qui mettaient en doute la loyauté et interdisaient aux anciens membres du parti d'exercer une fonction publique. Certains anciens camarades de Müller disparurent dans le silence, honteux ou amers. D'autres rejoignirent les nouveaux conseils démocratiques qui se formaient dans les zones occidentales. Des lettres circulaient parmi les anciens détenus du camp Hearn. Des fragments manuscrits évoquant les couchers de soleil texans, le swing, un traitement équitable. Ils se nommaient eux-mêmes les frères Hearn. Les frères de Hearn s'engagèrent à vivre selon les principes appris derrière les barbelés. Face à la pénurie alimentaire critique de l'hiver 1946, ils organisèrent des soupes populaires en s'appuyant sur des manuels d'efficacité américains étudiés en captivité. Ironie du sort, les leçons apprises en prison servaient désormais à faire vivre leur communauté. Au printemps 1947, les ruines de l'Allemagne commencèrent à se couvrir de petits jardins, les rires d'enfants résonnèrent à nouveau dans les rues et une paix fragile s'installa comme la brume matinale. Müller enseignait la menuiserie dans une école professionnelle financée par le plan Marshall. Sur le mur de sa salle de classe, il avait accroché 2 objets, une croix en bois qu'il avait sculptée au Texas et un drapeau américain délavé, soigneusement plié à côté. Quand les élèves lui demandaient « Pourquoi ?», il répondait « Parce que l'une me rappelle ce que nous avons perdu et l'autre ce que nous avons trouvé. » Cette année-là, il envoya son vieux journal au colonel Vance au Texas, accompagné d'un court mot. « Merci de nous avoir traités comme des hommes. Vous avez semé ici quelque chose qui pourrait encore vivre. » De l'autre côté de l'océan, un autre homme ouvrit cette lettre et sourit discrètement. La guerre qui s'était achevée par la capitulation trouvait encore la paix, non par des traités, mais par la lente et tenace clémence du souvenir. Écho de liberté, de la captivité à la démocratie. L'Allemagne de 1948 était un pays qui réapprenait à respirer. Les rues étaient encore jonchées de décombres, mais de nouveaux mots commençaient à remplacer les anciens. Reconstruction, coopération, liberté. Les autorités d'occupation américaines, guidées par le plan Marshall, cherchaient à reconstruire non seulement les villes, mais aussi les mentalités. Dans ce contexte fragile, d'anciens prisonniers américains se retrouvèrent à occuper des rôles inattendus, traducteurs, administrateurs, enseignants, au sein d'une société en pleine reconstruction. Parmi eux, le sergent Ernst Müller, aujourd'hui âgé de 32 ans, plus maigre, plus silencieux, portant le poids invisible de ce qu'il avait vu. Il travaillait comme contremaître dans une coopérative de menuiserie financée par des agences humanitaires américaines. Sur son bureau se trouvaient 2 objets,
un marteau et un exemplaire de « Les articles fédéralistes ». Ils nous ont montré la démocratie entourée de barrières, disait-il souvent. Mais même derrière ces barrières, elle était plus forte que ce que nous avions connu. Nombre de ses camarades partagèrent ce sentiment. Dans les zones occidentales, les anciens prisonniers de guerre des camps Hearne, Robinson et Swift devinrent, contre toute attente, des ambassadeurs des idéaux américains. Ils avaient goûté à la justice en captivité et l'ont portée au cœur de l'Europe d'après-guerre. Les autorités alliées ont constaté le changement. Un rapport de 1948 du Bureau du gouvernement militaire américain notait « Statistiquement, les anciens prisonniers de guerre qui reviennent de détention humaine sont plus enclins à coopérer avec les institutions démocratiques et à rejeter les mouvements extrémistes. » Ce fut une discrète justification d'une politique radicale menée en temps de guerre. Vaincre le fascisme non seulement par les armes, mais aussi par l'empathie. Les hommes de Hearne, comme on les appelait dans les milieux de l'occupation, se réunissaient chaque année en petits groupes pour partager des nouvelles de leur famille, des efforts de reconstruction et de la lente renaissance de leur nation. Lors d'une de ces réunions à Brême, Müller, devant une assemblée modeste, déclara « Ils nous ont donné du savon, des livres et du temps pour réfléchir, non pas parce que nous le méritions, mais parce qu'ils croyaient que leur valeur était plus forte que notre haine. » Sa voix tremblait légèrement. L'assistance, composée en grande partie d'anciens combattants comme lui, acquiesça en silence. Pour une génération conditionnée à assimiler la compassion à la faiblesse, la retenue de l'Amérique était devenue son arme la plus efficace. Le premier véritable test de cette transformation a eu lieu pendant le blocus de Berlinen 1948-1949. Alors que les forces soviétiques coupaient la ville du reste du monde, Müller et d'autres anciens prisonniers de guerre se portèrent volontaires sur des pistes d'atterrissage improvisées, aidant à décharger les avions cargo alliés qui apportèrent nos vivres et charbon à 2 millions de civils piégés. Voyant le ciel se remplir de C-47 américains, il ressentit une étrange symétrie. Le même drapeau qui avait jadis flotté au-dessus de sa prison assurait désormais la survie de son peuple. « Nous étions ennemis il y a 5 ans », lui dit un jeune pilote américain en lui serrant la main après une longue nuit de travail. « Maintenant, nous sommes alliés. » Pour Müller, cette poignée de main était plus qu'un symbole. C'était le moment où les leçons de la captivité devenaient le tournant de l'histoire, où les prisonniers d'hier contribuaient à préserver la liberté qu'ils avaient apprise de leurs geôliers. L'ironie était totale, et elle était belle. En 1950, la nouvelle démocratie ouest-allemande prenait forme sous le chancelier Konrad Adenauer. Les écoles rouvrirent leurs portes, les manuels scolaires étant débarrassés de toute idéologie. Les journaux débattaient des politiques publiques plutôt que d'exiger l'obéissance. Et les cloches des églises remplacèrent les sirènes d'alerte. Pourtant, derrière cet optimisme se cachait l'influence discrète de la génération des prisonniers de guerre. Nombre d'entre eux étaient revenus avec une parfaite maîtrise de l'anglais, des compétences pratiques et une compréhension du pluralisme rare parmi leurs compatriotes. Certains se lancèrent en politique, d'autres devinrent enseignants, ingénieurs ou tout simplement pères déterminés à élever leurs enfants sans haine. La presse américaine commença à s'y intéresser. Le Saturday Evening Post publiait un article intitulé « Ils ont appris la démocratie dans un camp au Texas ». Pour citer un ancien prisonnier, « Les barbelés nous ont appris plus sur la liberté que le Reich sur le pouvoir. » C'était sentimental, mais vrai. Les graines semées par le programme de rééducation du ministère de la Guerre avaient germé dans un terrain improbable, chez des hommes qui avaient jadis porté l'uniforme ennemi. À l'aube de la guerre froide, Müller se retrouva une fois de plus à la croisée des mondes. Les États-Unis reconstruisaient alors ce qu'ils avaient autrefois combattu, et l'Allemagne était divisée non par des armées, mais par des idéologies. Lorsque des responsables américains recherchèrent des conseillers allemands pour des programmes d'échange culturel, Müller fut invité à prendre la parole. À Washington, en 1951, devant un parterre d'enseignants, il déclara dans un anglais hésitant « Vous nous avez conquis sans nous détruire, c'est plus difficile. » Un silence se fit dans la salle. Plus tard, un professeur l'aborda et lui demanda si l'Amérique lui manquait. Müller esquissa un sourire. « Chaque fois que je vois de la justice, je m'en souviens. » Il retourna à Brême avec une valise pleine de lettres, de cadeaux, et la conviction que l'histoire pouvait être réécrite
non par des généraux, mais par des hommes ordinaires qui choisiraient leur conscience plutôt que le commandement. Pour son 41e anniversaire, Muller reçut un petit colis du Texas. À l'intérieur se trouvait une photographie, la porte d'entrée du camp Hearn, les barbelés démontés depuis longtemps, des fleurs sauvages poussant à l'emplacement des anciennes miradors. Un mot du colonel Vance disait simplement « Les barrières ont disparu, mais les leçons demeurent ». Muller encadra la photo et l'accrocha au-dessus de son établi. Chaque matin, tandis qu'il guidait ses apprentis lors de leur première découpe de bois, il la contemplait et repensait aux paradoxes qui avaient marqué sa vie. C'est en captivité qu'il avait goûté pour la première fois à la véritable liberté. À travers les continents, dans les salles de classe et les foyers paisibles, d'autres, comme lui, gardaient ce même souvenir. La preuve que la dignité, une fois acquise, peut survivre à la guerre elle-même. L'héritage de Hearn, la victoire silencieuse de l'humanité. Les années s'écoulèrent doucement vers le souvenir. À la fin des années 1970, la guerre qui avait jadis embrasé le monde n'était plus qu'un souvenir, un chapitre d'histoire et des cicatrices qui s'estompaient. L'Allemagne de l'Ouest était une démocratie prospère, ses villes vibrantes d'activités industrielles, son peuple plus libre que jamais. Mais au milieu du tumulte du progrès, des fragments du passé persistaient, des lettres, des journaux intimes et la légère rouille de clôtures oubliées dans les champs lointains du Texas. C'est là, aux abords de la petite ville de Hearn. C'est alors qu'une historienne âgée nommée Mildred Tatum commença à documenter les vestiges d'un camp dont la plupart des habitants se souvenaient à peine. Les barbelés avaient disparu depuis longtemps, les baraquements envahis par les mauvaises herbes, mais lorsque sa pelle heurta une tasse en fer blanc corrodé, gravée des initiales EM, elle comprit qu'elle avait mis au jour une relique d'une histoire plus profonde. L'objet avait appartenu au sergent Ernst Müller, dont elle a retrouvé le nom des années plus tard dans les archives de la Croix-Rouge. Elle a alors commencé à rédiger un article intitulé « Là où l'ennemi dormait en paix ». Ce récit ne décrivait pas une prison de la haine, mais un lieu où la civilité avait triomphé de la vengeance. Cette découverte raviva une vieille vérité que les deux nations connaissaient sans le savoir. Les victoires les plus durables de la guerre sont morales, non militaires. À Brême, Müller avait plus de 70 ans lorsqu'il a entendu parler de l'article pour la première fois. Un ancien collègue le lui a envoyé par la poste avec un mot « On se souvient de vous au Texas ». À la lecture de ces mots, Müller ressentit une chaleur inattendue. Il avait mené une vie modeste. Professeur de menuiserie, père de 2 enfants, votant à chaque élection. Pourtant, dans cette simple lettre, se cachait un fil qui reliait sa vie à quelque chose de plus grand que lui. Cet hiver-là, il reprit le journal qu'il avait tenu pendant sa captivité, dont les pages jaunies, mais encore lisibles. Les entrées retraçaient un cheminement de la peur à la compréhension, de l'obéissance aveugle au libre arbitre. Un passage attira son attention. La liberté commence lorsqu'un homme voit son ennemi et choisit de ne pas le haïr. Il referma lentement son carnet. Le bruit de la pluie contre la vitre lui rappela les nuits texanes où les cigales chantaient au-delà des barbelés. Il se demanda combien de ses camarades étaient encore en vie, combien conservaient encore cette étrange gratitude d'avoir appris l'humanité de leur geôlier. Lorsque le livre de l'historien a été publié en 1981, les journaux américains ont redécouvert l'histoire. Le New York Times a publié un article intitulé « Au Texas, les nazis qui ont trouvé la liberté ». L'exposition comprenait des photographies des fondations restaurées du camp, des lettres échangées entre gardiens et prisonniers, et des témoignages de familles locales qui se souvenaient encore d'avoir partagé de la limonade par-dessus la clôture. D'anciens prisonniers de guerre allemands ont écrit pour témoigner de leur bonté. Un gardien qui a partagé sa Bible, une infirmière qui a soigné un ennemi blessé, un fermier qui a laissé de l'eau fraîche sous un arbre. L'histoire s'est discrètement répandue à travers les continents, transformant la perception de cette guerre par les jeunes générations. Pour les Américains, elle est devenue un symbole de dignité au cœur du conflit. Pour les Allemands, elle rappelait que même au plus bas, le chemin de la rédemption avait déjà commencé sous le drapeau d'une autre nation. Des universités ont organisé des expositions communes. Des vétérans des 2 camps se sont rendus visite.
Lorsqu'une délégation de Brême est arrivée à Herne en 1983 pour inaugurer une plaque commémorative, elle a trouvé les habitants qui l'attendaient avec des fleurs et au son d'une fanfare. On pouvait lire sur la plaque « Ici, des hommes en guerre ont découvert la paix ». Müller ne put assister à la cérémonie. L'âge et la maladie le contraignaient à rester chez lui, mais son fils le représenta. Sous le soleil texan, le jeune homme déposa le vieux ciseau de charpentier de son père près de la pierre commémorative. Il déclara à la foule rassemblée « Mon père disait que cette terre lui avait appris à reconstruire, non pas des murs, mais des êtres humains. » Ces mots suscitèrent des applaudissements discrets. Parmi les anciens combattants présents se trouvait un officier américain à la retraite, aux cheveux argentés et à la voix douce. En entendant le nom de Müller, il sourit et murmura « Il se souvenait ». Ce soir-là, tandis que le soleil disparaissait derrière les plaines, Texans et Allemands partagèrent un repas, levant leurs verres non pas à la victoire, mais à la compréhension mutuelle. Durant ces derniers mois, Müller écrivit une dernière lettre. À la ville de Herne elle-même. Elle était brève. « Vous nous avez montré à quoi ressemble la liberté quand elle refuse la haine. J'ai gardé cette leçon toute ma vie. Dites à vos enfants que la miséricorde n'est pas une faiblesse, mais la preuve de la force. » La lettre parvint après sa mort en 1984 et fut lue à haute voix lors d'un rassemblement municipal commémorant le 40e anniversaire du débarquement. Nombreux furent ceux qui pleurèrent. Dehors, la nuit était douce et illuminée par les lucioles. Cette même terre qui avait jadis abrité des ennemis ne portait plus que des souvenirs. Aujourd'hui, le camp Herne est un musée, sa tour de guet reconstruite dominant des terres agricoles paisibles. Les écoliers visitent les expositions, suivant du doigt de vieilles photographies de jeunes hommes en uniforme, souriant aux côtés des gardes censés les contenir. Le guide termine souvent la visite par une citation gravée dans la pierre de l'entrée. « La liberté n'est pas l'absence de murs, mais la présence de dignité. » En dessous se trouve une petite vitrine contenant une tasse en fer blanc patiné, gravée des lettres « EM ». Son métal scintille sous le soleil du Texas, un rappel discret que même en temps de guerre, l'humanité peut survivre à la haine. Ainsi, dans l'histoire de ces prisonniers allemands qui ont trouvé la décence en captivité, l'histoire nous livre sa vérité la plus simple. Les clôtures peuvent diviser le pays, mais seule la compassion reconstruit le monde. Fin de l'histoire. Lorsque les prisonniers de guerre allemands arrivèrent en Amérique, ce fut pour eux un spectacle des plus inhabituels.